Bonjour à tous et bienvenue pour votre revue hebdomadaire de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, le mystère percé de la calotte polaire martienne, un ballon envoyé au-dessus du volcan Eyjafjallajökull et des abeilles équipées d'un GPS. Et puis nous recevrons Marc Sauvage, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, qui viendra nous parler du télescope spatial Herschel, dont le premier anniversaire a été célébré début mai. Regardez cette image. De quoi s'agit-il? D'une empreinte digitale? Pas du tout. Vous avez sous les yeux une photographie du pôle Nord de la planète Mars. Observée pour la première fois il y a 40 ans, cette calotte en forme de spirale n'a cessé d'intriguer les chercheurs. Comment en effet pareil relief a-t-il pu se former? Si depuis le début des années 70, nombre d'explications plus ou moins scabreuses ont été avancées, il aura fallu attendre les données envoyées par les deux sondes Mars Express et Mars Reconnaissance Orbiter pour connaître le fin mot de l'histoire. À l'aide de données observées grâce à des radars, les chercheurs sont en effet parvenus à peler couche par couche la calotte glaciaire, comme on le ferait avec un oignon. Ce faisant, ils ont montré que la forme si particulière de cette calotte était le fruit d'une érosion causée par des vents. Des vents qui, à cause de la force de Coriolis, se distribuent eux-mêmes en spirale dans cette région de la planète rouge. Lors de son éruption, le volcan islandais Eyjafjallajökull a bloqué des milliers d'avions au sol. Des perturbations qui n'ont pas vraiment refroidi nos voisins britanniques. Afin d'analyser les particules présentes dans le nuage de cendres, ils se sont empressés d'y envoyer un ballon d'études atmosphériques. Grâce aux données recueillies, l'équipe a constaté que les particules étaient chargées d'électricité. Un phénomène assez commun. Les cendres et poussières volcaniques en sont souvent chargées à leur sortie du cratère. Les cendres peuvent même produire d'impressionnants éclairs. Alors, quel est le problème? Eh bien, en général, les particules perdent leur charge électrique lorsqu'elles s'éloignent du volcan. Alors que là, non. L'hypothèse avancée par les chercheurs est que les charges électriques proviendraient des collisions entre les particules volcaniques elles-mêmes. Si tout cela reste encore bien mystérieux, cette mesure de l'électricité dans l'air, après une éruption volcanique, pourrait peut-être servir à mieux évaluer à l'avenir le danger encouru par les avions. Dans le monde des insectes volants, le macaon, un papillon pouvant mesurer jusqu'à 9 cm d'envergure, a une caractéristique morphologique unique. Ses ailes sont proportionnellement très larges par rapport à son corps, et la fréquence de leur battement est lente. Ces grandes ailes qui battent lentement ont pour conséquence de créer de légers mouvements du corps pendant le vol, de légers mouvements synchronisés avec celui des ailes. Pour étudier les forces en présence et recréer le vol de ce papillon, des scientifiques en ont réalisé une maquette grandeur nature. Grâce à cette maquette, l'équipe est arrivée à obtenir un équilibre idéal entre la taille des ailes, celle du corps et la fréquence des battements d'ailes. Un équilibre cependant fragile, qui a nécessité de savants calculs mathématiques et qui n'est pas sans rappeler celui des premiers hommes qui tentèrent de voler à la fin du 19e siècle à partir de cette même technique. Parlons maintenant orientation. Et de nos jours, qui dit orientation dit GPS, le meilleur ami des voyageurs. Mais imaginez un instant le même appareil posé sur le dos d'une abeille pour pouvoir suivre ses mouvements. C'est l'expérience que vient de réaliser une équipe internationale dans la région du canal de Panama, en Amérique centrale. Grâce à un émetteur radio placé sur des abeilles à orchidées, ces abeilles très friandes du parfum dégagé par la plante du même nom, les chercheurs se sont aperçus que certaines d'entre elles pouvaient voler jusqu'à 10 km de l'endroit où elles avaient été lâchées. Une véritable prouesse quand on sait que ces insectes pèsent 0,6 g et que l'appareil collé sur leur dos en pèse 0,3, soit la moitié de leur poids. Mais au-delà de cet exploit réalisé par les abeilles, l'objectif des chercheurs est d'évaluer à long terme l'impact de ces insectes sur l'écosystème environnant. Nous recevons maintenant Marc Sauvage, astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique, qui vient nous parler du télescope spatial Herschel. Marc Sauvage, bonjour. Vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et vous faites partie de l'équipe scientifique du télescope spatial Herschel, lancé le 14 mai 2009 en Guyane depuis Kourou. Marc Sauvage, tout d'abord, Herschel, qu'est-ce que c'est?
Alors Herschel, c'est un observatoire qui travaille dans l'infrarouge et le submillimétrique, donc des longueurs d'onde qui vont de 60 microns jusqu'à 600 microns. C'est un vrai télescope au sens classique, avec un grand miroir, le plus grand qu'on ait jamais satellisé, puisqu'il fait 3,50 m de diamètre. Et il emporte 3 instruments d'imagerie et de spectroscopie pour travailler dans tout ce qui est la problématique de formation d'étoiles, origine des galaxies et puis chimie du milieu interstellaire. Alors, qu'attendait-on de ce satellite avant son lancement? Pour nous, il s'agissait vraiment d'ouvrir une nouvelle fenêtre sur l'univers. Et c'est une fenêtre à travers laquelle on espère voir répondre à des questions qui sont des questions assez fondamentales, comme les mécanismes à l'origine de la formation des étoiles, et puis même à beaucoup plus grande échelle, reconstituer un scénario d'évolution de l'univers qu'on fasse coller avec ce qu'on est capable de dire en partant du Big Bang. Que permet de voir ce satellite que l'on ne pouvait pas voir avant? Alors, le domaine dans lequel il observe, l'infrarouge submillimétrique, c'est le domaine d'émission des corps froids de l'univers. Et quand je dis froid, ça veut dire d'une dizaine de degrés au-dessus du zéro absolu jusqu'à environ une centaine de degrés. Donc ce qu'on va regarder, par exemple, ce sont les nuages du milieu interstellaire au moment où ils commencent à se contracter, c'est-à-dire une phase très, très en amont de l'apparition des étoiles, mais justement une phase qui est très importante parce que c'est là, en tout cas on le pense, que se détermine la masse des futures étoiles. Et ça, c'est la grande question à laquelle on cherche à répondre. Pourquoi est-ce que toutes les étoiles n'ont pas la même masse? Donc Herschel, lui, nous permet d'accéder directement au rayonnement de ces régions préstellaires, puisqu'elles ne contiennent pas encore d'étoiles, mais elles ne sont plus des régions totalement anonymes parce qu'elles ont commencé à se contracter et à s'échauffer sous l'effet de cette contraction. Durant cette année, quels ont été les grands moments, les plus belles images offertes par Herschel? Alors moi, j'en retiens 2. D'abord, le moment de la première lumière. Sur un télescope, la première lumière, c'est le moment où on va capter la première image du ciel. Et ça, c'était un moment vraiment extraordinaire parce qu'on a dû se régler complètement en aveugle. C'est-à-dire qu'on a un satellite qui est sensible à un rayonnement qu'on appelle thermique. Donc le satellite lui-même émet de la lumière et il faut se régler au mieux par rapport à cette lumière parasite. Or, on a dû faire ça totalement en aveugle sur la base de ce qu'on avait appris à faire au sol. Et ça a marché du premier coup. Donc ça, c'est vraiment un sentiment extraordinaire d'être d'une part le premier à découvrir une image d'une galaxie qui n'a jamais été vue à cette longueur d'onde-là, et en plus cette espèce de surprise que ça fonctionne aussi bien. Moi, je viens de l'astronomie infrarouge, qui est une astronomie qui a toujours été une astronomie difficile parce que la détection de ce rayonnement est complexe. Et on n'a jamais fait des images formidables au sens de ce que le grand public pourrait en capter. Depuis qu'on a Herschel et ce grand télescope, on fait des images de notre galaxie qui sont absolument stupéfiantes. Quels sont les futurs projets de Herschel? Alors, Herschel, donc, il va regarder cette lumière infrarouge qui est émise essentiellement par des régions qui forment des étoiles, qu'elles soient dans des galaxies ou plus près de nous dans notre galaxie. En même temps qu'Herschel, il y a un autre satellite qui est parti qui s'appelle Planck, qui lui observe le rayonnement fossile cosmologique. Donc lui, il nous trace vraiment la structure de l'univers à très très grande échelle. Et ce qui va être intéressant d'ailleurs, ça va être d'essayer de faire coller ces deux expériences dans ce qu'elles nous disent de cette même chose qui est l'univers. Mais à plus long terme, en fait, la prochaine étape, celle qu'on franchira après Herschel, je pense, sera faite par d'autres instruments qui ne sont pas vraiment semblables à Herschel. Herschel n'a pas vraiment de successeur programmé, mais il y a d'autres instruments qui sont dans le paysage, comme l'interféromètre ALMA au Chili, qui va permettre de poursuivre certaines des recherches qu'on fait avec Herschel, en particulier d'aller identifier les objets les plus extraordinaires qu'Herschel va découvrir et d'en faire de véritables images, parce que pour Herschel, ils seront beaucoup trop lointains et ils ne seront réduits qu'à des points. Mais avec ALMA, qui est un interféromètre, on pourra faire de l'imagerie comme ça. Et puis, dans l'espace, il y a le successeur du Hubble Space Telescope, qui s'appelle le James Webb Space Telescope, qui lui va fonctionner jusqu'à 30 microns, mais avec un miroir de 6 mètres de diamètre, donc quasiment le double d'Herschel. Donc, c'est toujours la difficulté des astronomes, c'est on ne fait pas exactement la même chose, et on ne fait pas simplement prendre le même instrument et le faire mieux. Parce qu'il y a d'autres communautés qui existent et qui veulent avoir accès à l'espace, avoir accès à d'autres informations, et donc il va falloir utiliser ces différentes palettes. Dans le plus long terme, je dirais dans la décennie prochaine, il y a des projets infrarouges qui vont travailler dans le même domaine qu'Herschel, mais ils ne sont pas encore suffisamment solides, je dirais, pour qu'on puisse parier sur la science qu'on fera avec ces projets. On est plus dans le lobbying en ce moment sur ces projets que dans la planification de la science. Merci beaucoup, Marc Sauvage. De rien.
C'est la fin de ce numéro, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous vendredi prochain. D'ici là, vous pouvez suivre l'actualité scientifique sur le site de la rédaction Science Actualité. À la semaine prochaine.